je suis heureux d'accueillir l'éditorialiste, journaliste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Vos derniers ouvrages, faut-il encore les citer, ce sont Les Traîtres chez Pierre-Guillaume Deroux et puis Macron, la grande mascarade. On va pouvoir en reparler car ça reste un titre d'une grande actualité aux éditions L'Artilleur. Alors, c'est vrai que vous ne cessez de dénoncer, dans Les Traîtres notamment, ceux qui ont abandonné la France, la Macronie, le gouvernement qui met la France à genoux, mais coup sur coup, vous devez réviser votre jugement. J'ai trouvé au moins 2 affaires cette semaine qui vous amènent à réviser votre jugement. Le premier, il y a quelques jours, Éric Zemmour a été lâchement agressé. Vous avez relevé la gêne des médias, le manque d'indignation des professionnels de la profession, sauf d'Emmanuel Macron, qui a condamné l'attitude violente de Mehdi Korchi, l'agresseur d'Éric Zemmour, et puis le président de la République qui a fait preuve, selon même Éric Zemmour, d'élégance. Oui, c'est vrai, je reconnais, et il m'a agréablement surpris. C'est bien que le président de la République soit venu en défense de Zemmour, qui est accablé par ses confrères. Et d'ailleurs, je suis encore horrifié du silence assourdissant de la presse qui prend facilement de la défense de ceux qui sont opprimés, ou en tout cas insultés, qui n'a rien dit, qui ne dit rien, voire même qui applaudirait presque à ce qui s'est passé à Zemmour. Donc je suis en effet, mais ça ne me déstabilise pas plus que ça, que de voir que le président de la République est venu défendre à travers Zemmour une liberté d'expression, sauf que ce même président de la République, 15 jours auparavant à peu près, avait dit de ceux qui critiquaient sa politique qu'ils étaient des irresponsables, ce qui voulait dire qu'il les priait de se taire, et que son Premier ministre avait enchaîné une semaine après pour stigmatiser les commentateurs du Café du Commerce, qui eux aussi étaient donc priés de se taire. Vous êtes senti visé à ce moment-là ? Non, oui, enfin bon, oui, peut-être, je ne sais pas moi particulièrement, mais enfin peut-être les émissions de télévision auxquelles je participe, dans l'heure des pros, avec Pascal Praud, etc., où c'est vrai qu'il y a une parole très libre, mais c'est une parole qui est une parole réfléchie. Mais va pour le Café du Commerce, je pense, et j'ai suggéré en effet au Premier ministre d'écouter davantage le Café du Commerce. Voilà, comme le faisaient des grands journalistes, grands patrons de presse, comme Dassault, qui faisait le Café du Commerce. Bien sûr, bien sûr. Dans le Café du Commerce, on y dit des choses qui sont très sensées. C'est un peu ce qui manque pour l'instant au gouvernement. Alors, deuxième fait contre vous, pardonnez-moi de le dire, mais c'est que la Macronie, elle est capable de reconnaître ses erreurs. Elle a mis fin au site Désinfox Coronavirus, qui était une recension des meilleures informations, des bonnes informations contre les fake news sur le Covid-19 et postées sur le site des sites gouvernementaux. Alors, interrogeons-nous quand même sur cette idée saugrenue de départ qui était celle de Mme Sibeth Ndiaye qui, jeudi dernier, a lancé cette sorte de ministère de la vérité officielle qui consistait donc à choisir les bons articles des bons journaux, Libération, Le Monde, etc., afin de contrecarrer ce qui pouvait être dit comme fake news, prétendu fake news, sur le coronavirus. Et donc, il y avait quand même là une sorte d'opération de propagande sans discernement que j'ai dénoncée, en effet. Et je m'interrogeais de savoir si la presse, cette fois-ci, allait quand même réagir à cette sorte de nationalisation de l'information, enfin, en tout cas d'une sorte de vérité officielle. Et Dieu merci, la presse a réagi. Et donc, en effet, ce projet a été retiré mardi, mais il a été retiré sous la pression des rédactions et des journalistes. Donc, voilà, je me rassure un peu, parce que je m'inquiétais de l'apathie générale de la presse concernant Zemmour notamment, mais c'est vrai que concernant cette autre initiative saugrenue, c'est sous la pression en tout cas des journalistes et des journalistes de Libération et du Monde qui se sont retrouvés enrôlés dans un projet sur lequel ils n'avaient pas été consultés, c'est sous leur pression que Sibeth Ndiaye, plutôt le ministre de la Culture, d'ailleurs c'est le ministre de la Culture lui-même, a retiré ce projet-là qui était un projet imbécile, il faut bien dire ce qu'il est. Est-ce que ça n'amène pas de votre part une réflexion sur le fait qu'il n'y a pas forcément des restrictions des libertés, mais peut-être des mauvaises façons de faire, tout simplement ? C'est quand même bon, c'était une maladresse peut-être, mais c'est quand même révélateur de cet esprit, de cette bunkérisation de la pensée qui habite, me semble-t-il, cette caste qui est devenue la Macronie. Quand elle refuse d'entendre
des critiques, sauf à y voir des irresponsables, quand elle refuse d'entendre le café du commerce, quand elle veut instituer une vérité officielle, mais plus généralement quand elle veut traquer les fake news, qu'elle appelle les fake news, quand elle veut traquer les propos haineux par des lois. Les propos haineux, on est tous contre, mais propos haineux, il n'y a pas de définition juridique. Et donc, quand elle veut multiplier les instances de contrôle, le CSA, bientôt un conseil de déontologie de la presse, etc., on se dit que la liberté de la presse, la liberté d'expression est quelque chose qui est craint, en tout cas, par ce pouvoir qui est un pouvoir assiégé, de mon point de vue, et qui est un pouvoir qui craint précisément peut-être sa propre parole, puisqu'il n'arrive pas à se défendre lui-même en avançant des arguments. Est-ce que l'idée, par exemple, d'une application Stop Covid, vous considérez que ça peut être une restriction des libertés pour les citoyens? Moi, je suis un libéral en tout, enfin un libéral en tout cas dans la liberté d'expression, un libéral dans la liberté de commercer, pas un ultra-libéral. Et donc, je fais très attention aux atteintes qui peuvent être portées aux libertés. Et il me semble que dans Stop Covid, il y a quand même trop d'atteintes portées non seulement à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, mais également, et peut-être plus gravement encore, au secret médical. Donc, c'est d'abord aux médecins de se prononcer. Je comprends bien l'intérêt qu'il pourrait y avoir, bien sûr, à remonter à la source d'un malade pour voir qui il a fréquenté. Ça, je ne le nie pas. Mais de là à favoriser des intrusions à travers son téléphone portable, savoir qui il a fréquenté, etc., moi, ça me paraît très, très, très suspect. Mais j'observe en même temps que des démocraties, comme Israël, par exemple, ont appliqué ceci. Donc, je peux réviser mon jugement si l'on me dit que toutes les garanties sont portées, mais il me semble que c'est une voie quand même très périlleuse. Donc, pas d'opposition non plus à des brigades de surveillance devenues des anges gardiens. Bon, déjà, les brigades de surveillance, le mot est mal choisi. Oui, maintenant, on est un ange gardien. Des anges gardiens. Bon, alors le mot est un peu ridicule aussi. Mais non, là-dessus, je n'ai rien à en dire. S'il n'y a pas si c'est fait, effectivement, avec un objectif de sécurité sanitaire qu'on peut comprendre, encore une fois. Mais moi, je veux qu'on donne des garanties sur le respect des libertés. Or, je trouve que ce respect des libertés, depuis trop longtemps, est un peu mis sous le boisseau au prétexte d'assurer des ordres sanitaires, des ordres sécuritaires, des ordres policiers. Et ceci me fait peur. Moi, je suis un libéral. Je déteste tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des despotismes, des totalitarismes ou des autoritarismes. Et je ne voudrais pas contribuer par indifférence, par somnolence, par paresse intellectuelle, par conformisme ou par crainte d'une peur un peu irrationnelle telle que celle qui nous est insufflée aujourd'hui. Je ne voudrais pas instituer, moi aussi, ou participer à un régime dans lequel je ne me reconnaîtrais pas du tout. Alors, ça ne vous a pas empêché, depuis ce confinement, d'avoir une voix un peu discordante, voire quasiment dissidente, semant ici et là, dans la presse, à la télévision, les notions d'une société déresponsabilisée, infantilisée, aux mains je vous cite, du Parti de l'ordre sanitaire. Oui, j'ai proposé ce concept-là de parti de l'ordre sanitaire, parce que j'avais déjà proposé le concept, enfin, il ne venait pas que de moi, de parti de l'ordre concernant la Macronie, c'est-à-dire d'une Macronie qui voulait s'instituer comme autorité indépassable, si je puis dire, avec toutes ces pratiques vis-à-vis de la presse qui étaient des pratiques, de mon point de vue, contestables, notamment ces pratiques-là. Donc un parti de l'ordre, et un parti de l'ordre qui est devenu un parti de l'ordre sanitaire, dans la mesure où non seulement cette Macronie voulait une information propre, ça avait été un terme qui avait été employé par Benjamin Griveaux lorsqu'il était porte-parole, mais qu'il voulait une société propre, des êtres propres, un hygiénisme en tout, et pour atteindre à ce but, toutes les méthodes les plus liberticides, policières, pouvaient être permises au prétexte de cet objectif vertueux qui était d'éradiquer un microbe en l'occurrence, ou d'éradiquer des mauvaises pensées quand il s'agissait de politiquement correct. Donc il y avait d'un côté ce politiquement correct qui nous étouffait, à quoi s'est rajouté une sorte de sanitairement correct qui nous obligeait, outre se laver les mains et tout ça, qui étaient des mesures barrières et toute cette logorée qui a été imposée, mais qui impliquait également d'instituer, à l'instar de ce qui s'est passé dans la Chine communiste, un régime qui n'a jamais été auparavant appliqué à ce point en France. Et je m'étonne et je m'inquiète même de l'apathie de beaucoup de Français qui ont accepté précisément de se mettre... Là, vous êtes très dur, oui, parce que vous dites vous citez même Dostoïevski en disant « Il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage ». C'est malheureusement ce que je constate. C'est-à-dire que j'avais été enthousiasmé
de ces Gaulois réfractaires, si vous voulez, pour reprendre l'expression du président de la République concernant ces Français de la France périphérique qui étaient descendus dans la rue, qui étaient partis sur les ronds-points, qui étaient partis sur les Champs-Élysées pour défendre leur droit de vivre, dans le fond, et en montrant une sorte de rébellion qui me plaisait beaucoup. Et j'ai vu, concernant en tout cas les Gilets jaunes, et j'ai vu ces mêmes, alors peut-être n'étaient-ce pas tout à fait les mêmes, mais je crains que ce ne soient les mêmes, ces mêmes Gaulois réfractaires qui sont devenus des Gaulois pantouflards dès lors qu'on leur a dit qu'ils étaient menacés parce qu'il y avait un virus qui se baladait et qu'il était supposé tuer jusqu'à 500 000 personnes. Il y a eu aussi toute cette propagande, naturellement, qui a fait peur à tout le monde, qui a été avalisée par le Conseil scientifique, là, rappelez-vous, et qui a terrorisé à bon droit, dans le fond. Je ne jette pas la pierre, mais je trouve qu'il a été bien facile, et il va falloir tirer les leçons, me semble-t-il, de la manière dont l'État macronien, qui s'est montré par ailleurs incapable de s'affirmer dans sa protection sanitaire en distribuant des masques et des tests et tout le reste, mais qui a montré une diligence extrême et une extrême rapidité à vouloir s'imposer par la force de la police, par la force de l'intimidation, à un peuple qui était devenu un peuple en effet infantilisé, terrorisé par un discours qui naturellement était fait pour instiller la peur. Il y a eu une fabrique de la peur, de mon point de vue, excessive. Je pense qu'elle était excessive, les faits le diront, mais effectivement, je crois que c'était excessif et qu'il n'y a pas eu la réactivité du peuple que j'avais applaudi lorsqu'il s'agissait des Gilets jaunes, contestant en tout cas la fiscalité. D'un autre côté, tout le monde reconnaît que ceux qui étaient dans la rue, les Gilets jaunes, y compris maintenant le personnel soignant, qui était lui aussi dans la rue de son côté, et souvent avec les Gilets jaunes, que ces deux-là ont continué à faire tourner la France, cette France périphérique des Gilets jaunes et ces aides-soignants, eh bien, ils sont au front. C'est vrai, vous avez raison. Une partie de ceux-là était au front, en effet. Et il ne faudra pas les oublier. C'est-à-dire que nous avons bien vu que les premiers de cordée, à la première alerte, une partie d'entre eux sont partis rejoindre leur maison de campagne ou leur maison de bord de mer. Je ne leur jette pas la pierre, bien sûr, ils avaient des enfants à protéger et les familles à protéger. Et l'on a vu qu'en effet, cette France périphérique, que l'on disait une France oubliée, une France inutile même, est celle qui a fait tourner la boutique pendant que les autres n'étaient pas là. Les premiers de cordée n'ont pas assumé leur fonction de premier de cordée. En revanche, en effet, toute cette France-là, tous ces exclus, si je puis dire, se sont inclus d'eux-mêmes en première ligne et en prenant des risques. Franchement, de ceci, il ne faudra pas l'oublier. Il ne faudra pas oublier cette bravoure qu'ils ont montrée par rapport aux grands mots qui étaient déversés par cette France d'en haut, si je puis dire, et qui n'a pas été très efficace, me semble-t-il. Comme quelques journalistes ou politiques, d'ailleurs, vous estimez que les banlieues à forte proportion immigrée font la loi dorénavant dans notre pays. Vous fustigez un État qui se défile. Quelle attitude adopter face à cette violence que l'on a vue tout au long du confinement, au désordre ? L'attitude à adopter, c'est déjà de la regarder en face. Or, pour l'instant, on a faim de découvrir à travers ce confinement qu'il y avait un certain nombre de cités qui ne respectaient pas ce confinement-là. Enfin bon, c'était un État qui perdure depuis maintenant 20 ans, 30 ans, donc il n'y avait rien d'extraordinaire à le constater, sauf que le discours du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, était de dire qu'il fallait faire preuve de discernement, que tout ceci n'était pas grave, alors que c'était quand même relativement grave, tout ce que l'on voyait. Alors certes, il n'y a pas eu de grandes émeutes, j'en conviens, il n'y a pas eu de grandes émeutes urbaines, mais il y a eu très systématiquement et tout le temps des sortes de petites intifadas tous les jours, prenant pour cible, comme toujours, des policiers, des gendarmes, des pompiers, etc. Et l'on a vu qu'à ce point-là, à ce moment-là, que l'État persistait dans sa sous-estimation, persistait dans le déni et persistait à vouloir, dans le fond, désinformer sur cette rupture qui est maintenant une rupture acquise dans une partie de cette société-là, qui s'est constituée en contre-société pour partie islamisée. Mais comme on ne veut même pas désigner ce phénomène-là, on est loin d'y apporter les réponses. Donc les réponses, elles sont très compliquées à apporter, bien entendu. Mais au moins, il faudrait-il que l'État accepte d'y introduire sa propre autorité. Or, quand le ministre de l'Intérieur donne comme consigne
à ces troupes de faire preuve de discernement. Les troupes entendent bien, entendent bien le mot qui est derrière le discernement, c'est-à-dire l'abandon et le recul, en tout cas pour une partie d'entre elles. Est-ce que vous pensez que dans les banlieues, il y a une forme de discrimination positive à l'égard des populations d'origine étrangère? À l'évidence. Il suffit de voir comment avaient été traités, par exemple, les gilets jaunes par la police de M. Castaner et comment sont traités ceux qui cassent dans les cités pour voir qu'il y a quand même, à tout le moins, une différence dans la proportionnalité de la violence. En plus, alors même que ces gilets jaunes, pour reprendre cet épisode, mais maintenant il commence à être dans l'histoire tellement ça devient vieux, ces gilets jaunes étaient beaucoup, pour les avoir fréquentés, pour avoir été avec eux pendant très longtemps, étaient des braves gens qui n'entendaient pas se mettre la République à dos. Ils entendaient simplement désigner effectivement un pouvoir centralisateur. Ils entendaient désigner une mondialisation qui éradique leur propre identité, mais ils n'entendaient pas. Et ils entendaient bien rester, au contraire, ils se réclamaient de rester dans la communauté nationale. Ce qui n'est pas le cas d'une partie de cette autre France qui a fait sécession et qui rejette la communauté nationale. Donc, ne serait-ce qu'à ce point de vue-là, l'État aurait matière à s'y imposer davantage, à s'y imposer dans ces territoires davantage. Alors, vous savez, ce qu'on vous oppose à chaque fois dans cette argumentation, en disant qu'il y a une banlieue qui n'est pas islamisée, même si elle est islamisée, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont continué à bosser, qu'on fait tourner la France aussi. Bien sûr. Mais encore une fois, je parle d'une partie. À chaque fois, je fais attention à dire que ce n'est pas toutes les banlieues, ce serait absolument ridicule. Et dans ces banlieues-là, vous avez eu en effet beaucoup de ceux qui étaient en première ligne pour faire tourner la baraque. Vous aviez des caissiers. Une des premières victimes du Covid a été une caissière de Seine-Saint-Denis qui est morte du Covid, et je l'ai citée dans un de mes blog-notes pour lui rendre hommage. Donc je ne veux pas faire d'amalgame, je ne veux pas rentrer dans ce piège grossier qui serait de dire, paradoxalement, il ne faut pas parler des banlieues, ou il faut en tout cas applaudir tout ce qu'elles font, parce qu'effectivement, vous avez dans les banlieues des gens formidables. En effet, il y a des gens formidables dans les banlieues, mais il y a également des crapules, et simplement, il y a une sorte de loi du silence qui fait qu'en sorte que ces crapules, ces voyous, ceux qui caillassent les flics, ceux qui appellent à tuer les flics, parce qu'il y avait ce mot d'ordre qui a été lancé durant ce confinement, mort ou porc. Alors c'était plus les flics et les autres, enfin bon, les porcs. Et il n'y a pas eu... c'est un sujet délicat, mais je trouve qu'il y a une sorte d'apathie générale dans ces cas-là pour essayer non pas de couvrir ces énergumènes-là, mais en tout cas, il n'y a pas manifestement de démarche pour les dénoncer ouvertement. Je parle de ceux qui cohabitent avec eux. Est-ce que vous pensez que cette partition de la France, maintenant, c'est annoncée par François Hollande, c'est lui qui utilise en tant que chef d'État la première fois ce terme, eh bien, elle est passée dans les faits, dans les actes? C'est une réalité, déjà. Donc il faut maintenant se demander comment on peut la résoudre, et se demander d'abord comment est-ce qu'elle est arrivée à ce point. Elle est arrivée à ce point par un refus de l'intégration de peuples nouveaux qui apportaient une culture nouvelle, une civilisation nouvelle. Et donc, si l'on ne prend pas en compte cette immigration qui persiste, encore, on a reçu les derniers chiffres de l'immigration légale, à peu près de 170 000 personnes par an, sans compter les clandestins, etc., donc à peu près dans les 400 000. Si on continue à faire venir toute une population, en général majoritairement musulmane, donc apportant une culture qui n'est pas par principe, en tout cas, facilement assimilable à une culture occidentale. Il y a eu beaucoup d'affrontements par le passé qui ont montré que c'était même deux cultures qui étaient parfois incompatibles. Et si l'on continue à faire venir autant de monde, alors que les cités déjà ont montré qu'elles ne pouvaient plus s'assimiler depuis bien longtemps, on va continuer effectivement à alimenter une fracture au nom d'un respect de l'autre, au nom de l'ouverture, au nom de la société ouverte et au nom de toutes ces balivernes qui montrent, même à travers le Covid d'ailleurs, qu'une société ouverte devient une société vulnérable. Parce que le Covid a montré aussi ceci, c'est-à-dire qu'une société ouverte est une société qui ne sait plus se protéger. Yvan Rieufol, en fait, votre succès, grand succès des dernières années, c'est votre soutien aux Gilets jaunes. D'un seul coup, l'éditorialiste du Figaro, un peu conservateur, un peu... Oui, conservateur. Plan-plan, ça vous va aussi? Un peu plan-plan? Le journal plan-plan, non? Le terme est impropre. Disons très conservateur, très institutionnel, d'un seul coup devient le porte-parole des Gilets jaunes. Écoutez, moi, ça ne m'a pas surpris. C'était inattendu.
Écoutez, pour moi, ça a été un réflexe tout à fait normal. Je suis conservateur. Je revendique d'être conservateur, d'être plan-plan. Non, je ne pense pas être plan-plan, mais conservateur certainement. Mais je m'intéressais depuis très longtemps. Ma démarche journalistique a été depuis le début, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé dans la presse de province, à m'intéresser aux gens, à la vie des gens. Et la vie des gens, c'est pas la vie de ceux qui nous gouvernent, mais c'est la vie de ceux qui sont gouvernés. Et donc, par démarche intellectuelle, par démarche affective même, et même si je suis en effet d'un milieu bourgeois, je trouve que d'abord ce serait ridicule de se pincer le nez devant d'autres qui ne pensent pas comme vous, qui ne parlent pas comme vous, qui parlent mal ou qui ont une culture un peu qui n'est pas la vôtre totalement, je parle de culture littéraire, etc. J'ai toujours trouvé ça parfaitement ridicule. Et en fait, je me suis, même si vous voulez une confidence, je me suis souvent opposé à ma propre classe sociale, si vous voulez, en ne me reconnaissant pas tout à fait dans ces bourgeois compassés et à col dur. Et donc, je me suis intéressé à eux parce que je pensais depuis longtemps qu'ils disaient quelque chose qu'il fallait entendre. J'ai même tenté je tente d'être leur porte-parole quand je pense que leur parole et la mienne s'accordent. Et quand j'ai vu que tous ces gens-là, tous ces braves gens, tous ces gens que je connaissais, que je connais parce que je suis un provincial, j'ai fait donc journaliste de terrain provincial, un peu réfractaire effectivement à ce monde élitiste du journalisme qui me semble assez plat dans le fond quand vous le côtoyez de près ou qui n'est pas très intéressant, ni le journalisme ni le reste d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'idées neuves, beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus d'humanité, de gentillesse même, auprès de ceux qui se révoltaient. Et comme je suis même sous mes dehors bourgeois plutôt révolté de nature. Ce n'est pas une grave agression de ma part. Hein. Non. Je retire plan-plan. Mais je l'accepte. Mais malgré tout, la révolte est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Je trouve que c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, l'indignation plus que la révolte. Non, prenons pas de grands mots. Mais l'indignation est quelque chose qui me fait tenir, si je puis dire. Marcher en tout cas. Et donc je me suis retrouvé, très naturellement et sans calcul de ma part, je me suis retrouvé à soutenir ces gens-là. Et ensuite, je les ai d'autant plus soutenus que j'ai été effaré par les sauts d'injures qu'ils récoltaient, à vouloir simplement s'exprimer, à vouloir dire « mais nous existons aussi, nous sommes la France périphérique, c'est-à-dire 60% de la population française, et nous ne sommes pas représentés par ceux-là même qui nous crachent à la figure. » Et j'ai dit, en effet, je trouvais qu'ils avaient raison de le dire, et j'ai tenté d'être le porte-parole de ceux-là, mais pas les porte-parole des imbéciles qui ont commencé à dénaturer le mouvement. Je comprends bien. Est-ce que dans cette avancée, dans cette réflexion, en fait, on ne retrouve pas votre soutien au professeur Raoul? Voilà, encore une personnalité atypique qui sort du lot, qui est attaquée, qui a des détracteurs, mais qui est très populaire dans le peuple. Eh bien, le voilà, ça y est, c'est votre nouveau héros à ULT. Oui, bien sûr, mais ce serait un peu ridicule que de l'assimiler à un gilet jaune, mais c'est vrai que les gilets jaunes se sont assimilés à lui. Donc il y a eu un phénomène, en tout cas, il y a des ponts qui se sont créés. Pourquoi ? Je pense que tout simplement parce qu'il a été impossible à ce grand professeur, qui est spécialiste mondial dans son domaine, de se faire entendre auprès d'une élite qui avait décidé que c'était bien la politique de la peur qui devait être appliquée, qui devait être imposée à la France, alors que Raoult disait que cette politique-là, cette politique du trouillomètre était une politique qui n'avait pas lieu d'être, puisque cette épidémie, disait-il, et il le dit encore, n'était pas si grave, n'était pas si contagieuse. Alors naturellement, elle est grave parce qu'il y a eu 25 000 morts, mais enfin, ces 25 000 morts, vous savez, la grippe de Hong Kong en 1979 a fait 30 000 morts dans l'indifférence totale. En France, 30 000 morts. Là, on n'est même pas à 30 000 morts, et donc... Il parlait, donc pour lui, il voit ça dans des raisonnements, dans des chiffres un peu globaux. Donc pas si grave, pas si contagieuse, et surtout qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et que cette première vague est en train de s'éteindre, et que mi-mai, voilà, il dit à peu près ça, mi-mai, il n'y aura plus rien. Alors certes, il a eu quelques excès de langage en disant que c'était une grippette ou des choses approchantes. Quand les gens ont des morts dans leur famille et qu'ils entendent ça, ils se disent non, c'est pas une grippette. Et moi-même, j'ai perdu un ami. Et donc, je peux très bien comprendre naturellement le désarroi devant une attitude qui peut être jugée un peu désinvolte. Mais au bout du compte, j'ai pensé que ce grand professeur avait à être entendu dans ce qu'il disait, même ce qu'il disait était parfois maladroit. Et ce qui m'a fait le soutenir, c'était pas tant d'ailleurs
de l'entendre, c'était que de le laisser parler, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, vous avez eu une sorte de conjuration médiatique ou du monde scientifique un peu corporatiste qui a décidé que Raoult était vraiment un allumé et qu'il ne fallait pas l'entendre. Et non seulement qu'il ne fallait pas l'entendre, mais qu'il fallait même l'exclure. Et c'est là où je me suis dit que ce type-là méritait effectivement d'être d'abord entendu, mais méritait sans doute d'être défendu. Alors je prends peut-être le risque de me tromper en ayant défendu quelqu'un dont les faits montreront qu'il s'est foutu dedans. Mais si les faits démontrent l'inverse, et il me semble bien que les faits démontrent l'inverse dès à présent, qui va s'excuser, qui va dire, est-ce que c'est le gouvernement ou le ministre de la Santé qui lui-même a reproché à Raoult d'être irresponsable, de tenir des propos irresponsables? Est-ce que si vraiment c'est Raoult qui a eu raison de A à Z, comment le gouvernement va-t-il s'y prendre? Parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que Raoult nous disait ce confinement à l'extrême était inutile, était dangereux. Je pense même qu'il est suicidaire pour l'économie et que nous n'allons pas nous en relever de sitôt si l'on s'en relève. Et que lui, il proposait simplement de faire des dépistages locaux, naturellement de multiplier les masques, etc. Enfin, de faire une politique un peu réfléchie et non pas cette panique générale qui a envahi tout le gouvernement. Et je pense, je peux même faire le pari que Raoult va démontrer qu'il a eu raison, et s'il a eu raison, ce sera vraiment un scandale d'État que de ne pas avoir voulu l'entendre de la même manière que la France n'a pas voulu entendre la détresse de ces Gilets jaunes. Donc le rapprochement, il est là. Je pense que et les Gilets jaunes et lui apportaient une vérité à entendre, une vérité simple en plus. Les Gilets jaunes, c'était « on veut exister dans la démocratie ». Et pour Raoult, c'était « il existe un remède banal et qui coûte rien et qui peut, s'il est pris à temps, faire passer cette épreuve ». Et s'il a raison, on voit un édito d'Yvan Rioufol, Raoult président. Vous savez qu'il y a eu un sondage qui a été fait qui donnait Raoult comme étant la personnalité politique préférée des Français. Et donc, cela démontre, je pense que la question lui a été posée. Il ne veut pas. Et il n'a pas du tout. C'est un scientifique. Il est vraiment dans son monde scientifique. Mais je pense qu'il montre là, avec cette popularité qu'il a eue, il montre là l'attente des Français pour un langage structuré, pour un langage de vérité, si je puis dire, un langage de quelqu'un qui a une colonne vertébrale et qui sait où il va. Or, pour l'instant, nous sommes dans une cour d'école avec des enfants qui nous gouvernent, et je pense que Raoult a une posture un peu gaullienne, il se réclame d'ailleurs de Gaulle, et ce qu'il nous faudrait, ce n'est pas un Raoult, enfin, ce n'est pas Raoult, mais c'est un Raoult, en effet. Merci Yvan Rioufol, conservateur et décidément pas plan-plan, j'ai bien compris. Merci beaucoup.